Vendredi 7 juin 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans les actualités de ce jour, les candidats indépendants appellent à la protection du choix des électeurs lors des élections législatives du 29 mai dernier. Selon leur déclaration, les candidats indépendants travailleront également avec le gouvernement actuel pour le développement du pays et le fait de sommer des troubles ne servira à rien, selon toujours leur dire. Plus de détails avec Fanjessene Mireille. Le peuple a fait son choix lors des élections législatives du 29 mai, ont affirmé les candidats indépendants. Ainsi, ils appellent la CENI, qui publiera les résultats provisoires des élections, et la HCC, qui a le dernier mot sur la publication des résultats officiels, à continuer de protéger le choix du peuple. Selon les informations, les candidats indépendants qui ont fait ces déclarations n'entendent pas semer le trouble dans le pays. Ils sont également prêts à travailler avec le gouvernement actuel pour le développement du pays. Ces candidats indépendants demandent toujours la transparence afin d'assurer la stabilité à Madagascar. Dans un autre sujet, il est du devoir des citoyens de faire preuve d'unité en hissant le drapeau, qui est aussi un symbole de souveraineté nationale et un hommage à ceux qui se sont battus pour le pays, a déclaré le Premier ministre Tse Christian aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le chef du gouvernement a appelé tous les Malgaches à hisser le drapeau national. Le lancement officiel du lever de drapeau pour chaque ménage et les différentes institutions gouvernementales de toute l'île s'est tenu ce jour sur le parvis d'Anna Lakeli. Je vous laisse faire sur les images de Andrew Khazadjabi. Le drapeau national est le symbole de la souveraineté nationale et une preuve que Madagascar est un pays indépendant et nos ancêtres se sont battus afin que nous puissions obtenir cette indépendance. Maintenant, il est de notre devoir, a déclaré le Premier ministre Tse Christian, de valoriser les efforts déployés par ces héros. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a appelé tous les Malgaches à lever le drapeau en cette célébration du 64e anniversaire de l'indépendance. La création des forces armées malgaches coïncide également avec la célébration de l'indépendance. Le Premier ministre a donc remercié et félicité particulièrement les forces armées malgaches qui ont protégé la population et leurs biens, ainsi que les institutions gouvernementales. Le Premier ministre a déclaré que les forces armées avaient rempli leur devoir. Il est à noter que la levée du drapeau pour tous les Malgaches dure un mois, c'est-à-dire qu'elle se termine le 7 juillet 2024. Parallèlement à cette cérémonie de lancement officiel du lever de drapeau, qui s'est tenue sur le parvis d'Anna Lakeli, a eu lieu l'exposition sur Firenin Sini Erfiaru Vanasifilaminen, qui montre la solidarité des forces de sécurité, dont les forces armées, la police nationale et les gendarmes. Et durant 3 jours de la 9e édition de la Journée internationale des régions, les richesses qui font la renommée de la Sava seront mises à l'honneur. Cet événement placé sous la houlette du ministère des Affaires étrangères vise à attirer les partenaires techniques et financiers, les investisseurs pour relancer l'économie d'une région. Plus de détails avec Naté Rakoutoumaf. La région de la Sava accueille la 9e édition de la Journée internationale de la région. Le café, le girofle, le poivre et surtout la vanille, tels sont les quelques-uns des produits les plus réputés de la région. En termes de tourisme, la zone a également son potentiel car elle possède des sites inédits à caractéristiques historiques et culturelles, notamment l'existence des 7 alafadi. Les ressources marines ne sont pas moins importantes car Sava en possède également de par ses quelques kilomètres de côte. Ces ressources sont pour la plupart moins explorées et exploitées à leur juste valeur. Ainsi, afin de mettre en valeur ces potentiels de la région Sava, la Journée internationale des régions y a été tenue pour faire connaître ces potentiels économiques de la Sava aux partenaires techniques et financiers, aux investisseurs étrangers et entrepreneurs privés pour la promotion de l'économie de la région. Cet événement se déroulera pendant 3 jours et s'achèvera le dimanche 9 juin. La célébration est aussi axée en premier lieu aux divers ateliers et conférences pour présenter l'économie de la région, l'aspect touristique et les nombreux domaines qui peuvent y être explorés. À noter que la Sava est composée de 4 districts qui ont chacun leurs propres caractéristiques. La région a donc tout le potentiel pour prospérer économiquement, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, initiatrice de cette journée internationale des régions. D'autre part, la région Sava dispose déjà d'un plan de travail contenant les domaines prioritaires
qu'elle a concocté avec les partenaires et qui a été présenté mercredi dernier. Le gouverneur de la région a déclaré que le PNUD fait partie des partenaires qui ont exprimé leur volonté de collaborer pour mettre en œuvre ce plan. Continuons dans la partie sud de l'île. Aujourd'hui, à Touliyar, capitale de la région du sud-ouest, s'est tenue la célébration du 10e anniversaire de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. La grande marche à travers la ville a été précédée d'une célébration nationale dirigée par le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et le représentant permanent de l'UNICEF à Madagascar. De nombreux défis attendent encore Madagascar dans la gestion de l'assainissement pendant la période menstruelle qui consiste notamment à mettre en place les infrastructures d'assainissement et d'hygiène. Reportage signé Miar Vouletsefiren. Plus de 10 millions de femmes sont concernées par la gestion de l'hygiène pendant la période menstruelle à Madagascar. Les jeunes filles font partie des personnes touchées, dont la plupart sont obligées d'interrompre leurs études lorsqu'elles ont leurs règles à cause de la honte, mais il y a aussi le manque d'infrastructures sanitaires dans les écoles. Ces jeunes filles souvent sont privées de leurs droits à l'éducation, leur droit à la santé, leur droit à des opportunités dans la vie. Et notamment, la question de l'hygiène menstruelle est très importante parce que beaucoup de ces jeunes filles abandonnent l'école à ce moment dans leur vie parce qu'elles n'ont pas l'accompagnement et les informations nécessaires, mais aussi l'environnement favorable. Donc il est très important pour ces jeunes filles déjà de briser les tabous autour de cette question d'hygiène menstruelle parce que ça n'a rien d'anormal. Il faut que chaque femme passe par cette transition, cette transformation. Ensuite, il faut un environnement plus favorable avec des infrastructures dans les centres de santé, mais surtout dans les écoles, avec des infrastructures, avec de l'eau, avec du savon, avec des endroits où elles peuvent se changer, se laver en toute intimité et sans avoir à se cacher. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, a une grande responsabilité en la matière afin que les femmes et les filles puissent bénéficier des infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène. L'un des plus grands défis du ministère est la mise en place d'un service chargé du budget y afférent avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Parallèlement à cette célébration du 10e anniversaire de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, hier aussi ont eu lieu diverses campagnes pour les jeunes hommes et femmes de Touliyar. Et avant la cérémonie d'aujourd'hui, les habitants de Touliyar ont organisé un lever de drapeau dans le cadre du lever de drapeau national, comme symbole de la souveraineté nationale en cette célébration de la fête de l'indépendance. Ensuite, l'extension des dunes de sable à Tanandav, Ambouassar, Atsim, région d'Anos, prend actuellement de l'ampleur. Ce phénomène qui a un impact direct sur les moyens de subsistance de la population, notamment l'agriculture et l'élevage. Elle est également une menace en matière de migration selon la population locale. En réponse à cela, le gouvernement local plantera des cisailles qui serviront notamment de brise-vent. Anna Martina, sous les images de Sech Indianob. Tanandav, dans le district d'Ambouassar-Atsim, région d'Anos, était une ville productive, notamment en matière d'agriculture et d'élevage auparavant. Mais en raison de l'expansion des dunes de sable, la superficie cultivable a diminué selon les habitants. Le grand sud du pays subit depuis des années le phénomène Tiumen qui s'apparente à des tempêtes de sable. Exacerbé par la sécheresse, fruit de la déforestation, ce phénomène engendre des conséquences néfastes sur l'agriculture, l'élevage et la santé de la population. Cette situation qui inquiète beaucoup les habitants sera résolue grâce à la mise en œuvre d'une stratégie environnementale dans la culture de cisailles, qui est une culture qui sert notamment de brise-vent, réduisant ainsi considérablement les pondages de sable. La ville de Tanandav fait partie des 3000 hectares de terre où se cultivent les cisailles dans la partie sud de l'île, une politique du gouvernement dans le cadre du projet Miyont financé par la Banque mondiale. Ainsi, Anos a marqué la Journée mondiale de l'environnement en plantant des cisailles dans la commune de Tanandav cette semaine. L'objectif est de promouvoir à nouveau les secteurs d'activité qui a fait la renommée de Tanandav dans l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Place maintenant aux actualités internationales. Destination Gaza. Un hôpital de la bande de Gaza a fait état jeudi de la mort d'au moins 37 personnes dans un bombardement contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne revendiquant cette frappe qui visait une base de Hamas. France 24.
En pleine nuit, les corps des victimes transportés dans des couvertures en guise de civière. Quelques heures après la frappe meurtrière ayant visé une école de l'ONU servant de refuge à des Gazaouis déplacés, l'armée israélienne a tenté de se justifier. Selon elle, des membres du Hamas ayant pris part au commando du 7 octobre se trouvaient à l'intérieur de l'enceinte. Notre frappe précise était basée sur des renseignements concrets provenant de sources multiples. Les terroristes à l'intérieur de cette école planifiaient d'autres attaques contre des Israéliens, dont certaines étaient imminentes. Nous avons désamorcé une bombe à retardement. Au lendemain de la frappe, des dizaines de familles se recueillaient aux abords de l'hôpital Al-Aqsa où les corps des victimes ont été transportés. Les États-Unis ont appelé Israël à rendre publics les noms des personnes tuées dans les bombardements. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, 6000 déplacés étaient abrités dans l'école. Et Israël aurait frappé sans avertir. Voilà encore un exemple affreux du prix que les civils payent dans cette guerre. Les hommes, les femmes, les enfants palestiniens qui tentent simplement de survivre, qui sont forcés de se déplacer pour se mettre à l'abri et fuir le cercle de la mort qui entoure Gaza. Dans un communiqué commun avec 16 chefs d'État américains et européens, Joe Biden a appelé jeudi le Hamas à accepter l'accord de cessez-le-feu actuellement sur la table. Le Qatar a fait savoir que le mouvement islamiste n'avait toujours pas donné sa réponse. Et après un vol marqué par des problèmes techniques, les 2 astronautes transportés par le vaisseau spatial Starliner de Boeing ont finalement accosté à la Station spatiale internationale, ou ISS. France 24. Très minutieusement, le vaisseau Starliner de Boeing s'approche de la Station spatiale internationale et s'amarre avec succès. À bord, les 2 astronautes peuvent accéder à l'ISS et retrouver leurs collègues déjà à l'intérieur. C'était un accueil formidable, avec une petite danse. C'est comme ça qu'on démarre. Nous sommes très heureux d'être dans l'espace. Pour Boeing, c'est enfin un succès. Le géant de l'aéronautique, qui connaît une période difficile avec de nombreux problèmes d'avion, est aussi centré sur l'espace depuis de nombreuses années. Mais son projet de navette spatiale a pris beaucoup de retard, au contraire de SpaceX, qui parvient à rejoindre l'ISS depuis maintenant 4 ans. Le vaisseau Starliner de Boeing a néanmoins connu des difficultés avec des fuites d'hélium durant le trajet et des problèmes sur certains propulseurs, ce qui a retardé l'approche finale. Mais le groupe américain se veut rassurant. Il s'agit de petits problèmes à régler et nous le ferons sur notre prochaine mission. Ce n'est pas quelque chose de vraiment significatif. Les 2 astronautes doivent passer une semaine à bord de l'ISS avant de revenir sur Terre, toujours à bord de Starliner. Et en Corée, pour la première fois depuis sa fondation en 1969, le géant sud-coréen de l'électronique Samsung Electronics est confronté à une grève de ses employés. Plus de détails avec France 24. Mobilisé et déterminé, devant le siège de Samsung Electronics, le syndicat majoritaire a entamé vendredi matin la première grève de son histoire pour réclamer une hausse des salaires. Le syndicat ne peut que constater l'échec des négociations entamées en janvier dernier. Samsung ne nous a pas encore écoutés, mais nous considérons la grève comme un début. Nous nous engageons à nous battre jusqu'au bout. Si l'entreprise continue à ne faire aucun compromis, alors nous continuerons d'exprimer nos revendications. La direction évoque de son côté des difficultés financières. L'entreprise a notamment enregistré un déficit commercial de 10 milliards d'euros sur les semi-conducteurs, un secteur ultra concurrentiel dont Samsung Electronics est l'un des 5 plus grands fabricants mondiaux. Pour faire face à cette pression, Samsung a jusque-là utilisé des méthodes peu conventionnelles. En avril dernier, elle a imposé la semaine de 6 jours à ses cadres et il y a quelques semaines, elle a évincé brutalement le chef de la section des semi-conducteurs. Ce syndicat majoritaire revendique au moins 28 000 membres, soit 1/5 des employés. Il a déjà organisé des manifestations d'ampleur, comme ici le 24 mai. Et s'il n'a pas prévu de perturber la production à ce stade, cette grève n'en reste pas moins emblématique à plus d'un titre. En plus d'être la première de l'histoire de l'entreprise depuis sa création en 1969,
Samsung est le plus puissant chaebol de Corée du Sud. Ces conglomérats industriels moteurs de la croissance sud-coréenne. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Tout de suite après, vous allez suivre l'émission Data avec Jean-Claude Adjiamalal et après le film intitulé Atlas. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end. Au revoir à tous.